Il y a un peu plus d'un an, j'ai fait une vidéo qui s'intitulait Comment je lis, où je vous parlais de mes habitudes livresques, et c'est une vidéo qui vous a énormément plu. Je me suis rendu compte que j'avais créé finalement une sorte de tag et que vous aviez été en fait plusieurs à reprendre ce concept et à parler aussi de vos habitudes livresques, et j'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit que faire une partie 2 à cette vidéo, ce serait un très bon moyen de revenir vers vous aujourd'hui, parce que je pense que ça peut être l'occasion d'une part de montrer que ces habitudes autour de la lecture, c'est quelque chose qui peut évoluer avec le temps. Hey, salut, c'est Loli de la chaîne Lolifant, j'espère que vous allez bien. L'objectif de cette vidéo, ce n'est pas du tout de répéter ce que je vous ai déjà dit dans la première partie, et je précise aussi que je n'ai pas du tout fait table rase de tout ce que je vous ai dit dans la première vidéo, et pour ce qui a légèrement évolué, en fait, je vous le dirai. Finalement, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est des choses que je n'ai pas abordé dans la première vidéo puisque j'avais pas la volonté d'être exhaustive. J'espère que ça vous plaira et que peut-être ça vous suggérera, on va dire, des réflexions sur votre propre manière d'appréhender la lecture. Je vais le redire comme dans la première vidéo parce que ça me paraît important. Cette vidéo n'a pas du tout pour objectif de vous faire du prosélytisme, de vous dire comment faire, de dire que ma manière de faire c'est la mieux et que si vous ne faites pas comme ça vous avez tort. Si vous ne faites pas comme ça, ne vous sentez absolument pas jugé, c'est juste ma manière de faire, et en plus j'insiste, c'est ma manière de faire aujourd'hui, un instant T. Je sais pas, quand j'étais plus jeune, je ne faisais pas comme ça, et très certainement demain je ferai encore différemment, ou en tout cas j'ajouterai ou je retirerai des choses. Donc voilà, vraiment aucun jugement. Je vais reprendre l'organisation entre guillemets chronologique que j'avais adoptée dans la première vidéo, et je vais commencer par vous parler de la manière dont je constitue ma wishlist, donc la manière en fait finalement dont je sélectionne mes envies lecture. Et la première chose que je voulais mettre en avant sur ce sujet, c'est le fait qu'avec les années, je pense que je fais des choix plus conscients. Avant, j'avais tendance à me laisser porter avant tout par mon intérêt pour une intrigue, pour une esthétique, pour un genre. De plus en plus, il y a d'autres critères que j'insère volontairement. Je souhaite qu'une part importante de ma wishlist et de ma palle soit consacrée à des autrices. Ça ne veut pas dire que je ne lis pas d'hommes et que je boycotte les hommes. J'ai regardé en fait ma liste d'envies de lecture pour 2024 et dedans j'ai 60% de femmes ou d'autrices non binaires. Force est de constater, on va dire que la littérature d'imaginaire qui aujourd'hui sont considérées comme un peu des classiques était très dominée par des hommes hétéros blancs, et que forcément c'est un prisme, c'est un certain regard, même si évidemment parmi ces auteurs il peut y en avoir qui ont des expériences et des vécus très différents. Le fait de rajouter en fait d'autres identités, ça me permet d'avoir un éventail de points de vue encore plus divers, et moi c'est vraiment ce que je recherche dans la lecture, qu'on me propose en fait des regards qui sont complètement différents du mien, des choses que je n'avais jamais envisagées ou jamais envisagées sous cet angle, et essayer en fait d'avoir de la représentativité au niveau des genres, mais aussi au niveau des origines et des cultures. C'est quelque chose qui me plaît énormément et que j'ai trouvé fructueux ces dernières années, et que donc je
poursuis et je poursuis de façon encore une fois, conscientisée et proactive. Un point que je n'avais pas du tout abordé dans la précédente vidéo, c'est la langue ou les langues dans lesquelles je lis. Ma langue de lecture principale reste le français, puisque c'est ma langue maternelle, mais j'essaye aussi, encore une fois, régulièrement et proactivement, de lire en anglais. Mon idée, c'est que j'essaye de lire au moins quelques livres en anglais dans l'année. Pour info, l'anglais, je suis à l'aise avec. C'est ma principale langue en fait de travail. Après, un langage professionnel, ça reste différent d'un langage littéraire. Mais on va dire que je suis suffisamment à l'aise en anglais pour presque tout lire, je pense. Sauf des variantes, on va dire, de l'anglais particulière. Je pense que j'aurais du mal à lire un livre en vieil écossais par exemple ou en anglais classique évidemment. En fait, quand un titre commence à m'intéresser, j'essaye quasi systématiquement de me poser la question de ok, est-ce que je pourrais le lire en anglais ou pas? Et il y a quelques critères qui vont déterminer de est-ce que je vais le lire en anglais ou est-ce que je vais le lire en français. En général, je vais me tourner vers une lecture en anglais quand l'anglais, c'est la VO, c'est-à-dire c'est la langue originale dans laquelle a été écrit le texte, parce que je me dis, bah en fait, que ce sera un moyen d'accéder directement aux mots de l'auteur, et que même si j'admire totalement le travail des traducteurs, c'est aussi une expérience que je trouve appréciable que d'avoir, encore une fois, accès au texte tel que vraiment il a été pensé, on va dire, à l'origine. Ensuite, il va y avoir les critères de la disponibilité. Très basiquement, peut-être que le livre n'est même pas encore traduit en français, ou qu'il ne le sera jamais, et auquel cas, je n'ai pas d'autre choix que de le lire en anglais si je veux le lire, donc bon, évidemment que ça rentre en ligne de compte. Ensuite, il y a la longueur du texte. Je sais en général que ça va me prendre un peu plus de temps quand même de lire en anglais que de lire l'équivalent en français, donc j'arbitre, c'est-à-dire que si c'est déjà une très grosse pavasse, ça va peut-être un peu me freiner, voilà. Tandis que si c'est un livre qui est assez court, peut-être que j'oserais plus me jeter à l'eau. Et enfin, il y a un espèce d'arbitrage bizarre qui se fait dans ma tête entre l'accessibilité et la valeur ajoutée que je pressens va m'apporter la lecture du texte dans la langue originale. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que j'essaye de me renseigner en fait sur le livre et de savoir si ça va être un niveau de langue qui va être quand même accessible pour moi, parce que si c'est très compliqué et très travaillé avec, je sais pas, des formes très archaïques, des mots inventés, des choses comme ça, bon, je sais pas, je vais peut-être essayer d'aller lire un extrait pour me dire ok, est-ce que je le tente ou pas. Et ensuite, ce que j'appelle le critère valeur ajoutée, c'est j'essaye en fait de encore une fois me renseigner sur le livre pour savoir si c'est un texte qui a vocation à être littéraire. Ce que j'entends par là, c'est un texte où l'auteur, au-delà du fait de raconter et bien raconter une histoire, va porter une attention particulière au style, à la plume, aux expressions employées. Pourquoi? Parce que quand c'est comme ça et que l'auteur a vraiment à cœur de travailler son texte, je vais me dire que vraiment le fait de lire le texte en langue originale, ça va vraiment m'apporter un plus. En général, le traducteur fera en fait le même effort pour rendre évidemment ses efforts en français, mais voilà, je me dis que si tant qu'à faire, j'ai accès au texte brut, eh ben c'est encore mieux. Et ce que je voulais aussi aborder concernant mes envies lecture, la manière dont se font mes envies lecture récemment, c'est le fait que je pense que, avec le temps, mon rapport au classique versus aux nouveautés a un petit peu évolué. Si vous suivez ma chaîne, vous savez sans doute que j'ai lu quand même un certain nombre de classiques de l'imaginaire, en particulier de science-fiction
et de fantastique / horreur, peut-être un peu moins de fantasy. Et je suis très contente de l'avoir fait. Je suis très contente de m'être constitué en fait ce bagage de culture générale en fait de la littérature, de l'imaginaire. Parce que, et c'est moi, c'est comment dire, c'est ma personnalité, j'aime comprendre pourquoi certaines œuvres sont considérées comme des chefs-d'œuvre et de déceler en fait l'influence de ces classiques, encore une fois, dans des œuvres qui sont plus récentes. Pour moi, c'est une manière de mieux comprendre l'histoire de ces littératures que j'aime tant. Néanmoins, de plus en plus, j'ai envie de faire volontairement de la place à plus de récits contemporains et plus de nouveautés dans ma wishlist et dans ma palle. J'ai fait beaucoup de très belles découvertes avec des parutions récentes. J'ai envie en fait de découvrir des vécus, des points de vue d'aujourd'hui, des points de vue et des vécus qu'on ne m'a pas en fait présentés jusqu'alors parce que c'était pas la tendance de l'édition jusqu'à maintenant et auquel aujourd'hui on a accès. C'est vraiment quelque chose vers quoi je veux tendre. Si je passe à l'étape d'après, une fois qu'on a l'envie de lire certains livres, il y a l'étape d'achat. Ça, c'est quelque chose pour le coup sur lequel j'ai peut-être un petit peu évolué. Dans ma précédente vidéo, je vous parlais du fait que j'essayais quand même d'acheter beaucoup d'occasions et c'est vrai que c'est toujours quelque chose que je fais. Je trouve ça trop bête en fait qu'aujourd'hui on surproduise énormément de livres alors que il y a plein de livres qui existent et qui sont là et qui sont disponibles on va dire pour être lus. Alors pourquoi ne pas les faire circuler en fait entre nous. Mais ces derniers temps, j'avoue que j'ai été amenée à entendre ou à lire des choses sur l'actualité de l'industrie du livre aujourd'hui, sur le fait que c'est compliqué quand même pour des éditeurs indépendants, des petites maisons d'édition françaises qui proposent de l'imaginaire, qui prennent des risques, qui sont celles qui proposent en fait des textes audacieux, originaux et pour lesquels ouais, c'est une vraie prise de risque en fait, parce qu'ils n'ont pas les reins et aussi solides que des gros géants comme des Hachette et des Gallimard, sachant qu'on a des maisons d'édition d'imaginaire indépendantes en France qui sont incroyables en fait, enfin vraiment qui proposent des textes d'une qualité exceptionnelle avec lequel j'ai fait des découvertes incroyables. Je pense aux éditions Le Bélial, je pense aux éditions La Talente, mais je pense aussi aux Moutons électriques, aux Forges de Vulcain, à Mnemos, à La Volte, il y a les éditions Argile, il y a de toutes petites maisons d'édition comme Les Trois Normes de ma copine Lorraine des mots de l'imaginaire aussi. Il y a les éditions Calidor aussi qui ont une démarche super intéressante, il y a les éditions Silex. Je suis désolée si j'en oublie dans cette liste, mais toujours est-il qu'on a une vraie scène de la littérature indépendante d'imaginaire en France et que on a pu le voir dans l'actualité récente, l'existence, le maintien de ces maisons d'édition est menacé véritablement et tout ça fait que j'ai envie en fait de soutenir financièrement certains éditeurs qui prennent des risques pour nous fournir des textes de qualité et donc même si je continue à acheter d'occasion, notamment des vieux textes, j'essaye davantage d'acheter neuf dans certains cas. Notamment quand il s'agit d'une nouveauté ou d'une parution de ces quelques dernières années et qu'il ne s'agit pas d'un méga gros blockbuster et qu'au contraire par exemple il s'agit d'un nouvel auteur, d'un titre on va dire un petit peu particulier qui aura peut-être plus de mal à trouver sa place, mais auquel moi je vois un intérêt. Je me dis, allez, j'achète neuf. C'est pas une règle absolue, mais c'est quelque chose que j'essaye de faire de plus en plus. Moi, il se trouve que mes moyens financiers conjugués à mon rythme de lecture fait que c'est quelque chose de possible
pour moi. Mais encore une fois, si ça ne l'est pas pour vous et que vu que vous lisez par exemple beaucoup et que vos finances sont limitées, si vous êtes étudiant ou autre, si vous êtes en recherche d'emploi, je ne sais pas, je comprends parfaitement que vous fassiez du 100% occasion, par exemple, et encore une fois, je ne vous juge pas du tout. Je poursuis dans ma petite chronologie. Les livres sont dans votre pile à lire, et il va y avoir ce moment où vous avez fini un livre et où vous allez vous poser la question de « Ok, quelle lecture je vais démarrer maintenant, là, tout de suite ?» Je crois que je suis un peu plus aujourd'hui dans l'écoute de mes envies du moment que dans la planification comme j'ai pu l'être par le passé. En 2023, notamment sur la première partie de l'année 2023, j'ai expérimenté quelque chose qui ne m'était jamais arrivé. Pas une panne de lecture complète, mais quasiment. Pendant cette période, c'était compliqué de me concentrer. Je me sentais toujours un petit peu à côté. Je divaguais, je décrochais beaucoup plus facilement. Alors que naturellement, je suis quelqu'un qui a justement la concentration vraiment très facile. Je me laisse très peu distraire et disperser. Pendant cette période également, j'évitais volontairement certains sujets pour ne pas me tirer vers le bas. Et en même temps, de façon assez paradoxale, j'avais l'impression que tout ce qui ne faisait pas écho à ce que j'étais en train de vivre et à ce que je ressentais à ce moment-là ne résonnait pas, en fait, n'arrivait pas à me parler. C'était comme si ce que je lisais n'arrivait plus à me toucher. Et la manière dont j'ai réussi à me sortir de ça. Alors c'est aussi parce que au bout d'un moment, je pense que ça allait un petit peu mieux et que j'ai retrouvé un petit peu plus de disponibilité mentale, mais aussi parce qu'à un moment, j'ai lâché ma wishlist, j'ai lâché ma pile à lire et je me suis juste tournée vers le livre qui, là, à ce moment donné, alors que ça paraissait pas du tout, mais alors du tout adapté, me faisait envie. Je sais pas pourquoi. Et j'y suis allée et ça a marché. Je vous en parle dans une autre vidéo. Ce livre, ça a été Trop semblable à l'éclair, le tome 1 de Terra Ignota d'Ada Palmer. Et ça a été un énorme coup de cœur. Alors attention, avant, j'étais pas psychorigide non plus. Je fais pas partie de ces gens, je sais pas, qui avaient un planning de lecture à la semaine près. Mais quand même, aussi parce que c'est quelque chose, je pense, qui est pas mal en vogue sur Booktube et sur les réseaux. Je faisais pas mal de listes, je faisais pas mal de challenges, notamment saisonniers. Et en fait, j'étais quand même assez disciplinée, mine de rien. Je dis pas que je vais arrêter de faire ces challenges et ces listes, mais peut-être que je vais prendre un peu plus de liberté, je vais peut-être m'autoriser à moins les suivre au final. J'écoute un tout petit peu plus quand même mes envies du moment, et ça veut dire parfois aussi acheter un livre plus vite, rapidement, parce que il me fait envie, et que là tout de suite maintenant j'ai vraiment envie de le lire, pas forcément parce que c'est la dernière nouveauté en vogue dont on entend parler partout, mais juste parce que là c'est celui où je me dis, c'est le moment. Eh ben, je vais y aller. Aujourd'hui, j'ai une toute petite palle prioritaire qui fait franchement moins de 10 livres. 5 livres, franchement, c'est autour de quelque chose comme ça. Ils sont chez moi, dans ma chambre, sur une étagère. Et le reste, en fait, c'est juste des livres qui font partie de ma bibliothèque. J'ai arrêté de complexer pour un certain nombre de livres qui sont là depuis longtemps et que clairement je lirai probablement jamais. Et d'ailleurs j'ai dans l'idée cette année de faire du tri dans ma bibliothèque et de me séparer de certains de ces livres. Voilà, j'espère que j'ai bien expliqué ça, mais je voulais juste vous faire passer le message aussi. Je crois que je suis peut-être un peu moins disciplinée et un peu plus indulgente avec moi-même et que je m'écoute un tout petit peu plus qu'avant. Voilà.
Ensuite, on passe au moment de la lecture en tant que telle. Et là, j'avais envie d'aborder 2 points avec vous. Le premier, dont je n'avais pas du tout parlé, encore une fois, dans la première vidéo, c'est le support de lecture. Je pense que j'ai fait une vidéo il y a quelques années où je vous expliquais que j'étais ce genre de personne qui était 100% exclusivement lecture papier. Et la grande nouveauté de l'année dernière, c'est que j'ai fait la connaissance de la liseuse et des e-books. La liseuse, elle est arrivée un petit peu comme ça. Je voulais offrir une liseuse à ma maman pour son anniversaire et que du coup j'ai commencé à me renseigner sur les liseuses, sur les différents modèles, les différentes options, parce qu'en fait, très franchement, j'y connaissais rien. Pour vous dire, j'avais, je pense, jamais tenu une liseuse de ma vie, parce que personne, en fait, n'en a autour de moi. Donc vraiment, c'était quelque chose auquel je ne connaissais rien. Et en parallèle, il s'est avéré qu'au boulot, je discutais avec un collègue qui m'a dit qu'il possédait une liseuse dont il se servait plus du tout et dont il cherchait à se débarrasser. Du coup, je lui ai racheté d'occasion pour un prix, comment dire, plus que symbolique, et je lui ai acheté en me disant ça va me permettre en fait un petit peu de tester et de me dire est-ce que c'est quelque chose qui irait à ma maman ou est-ce qu'il lui faut par exemple des fonctionnalités en plus, un écran plus grand, etc. Et je me suis dit à ce prix-là, pourquoi pas pour les voyages, parce que c'est vrai que mine de rien, je lis beaucoup en vacances et que les gros livres dans une valise, mine de rien, comment dire, ça a une conséquence, quoi, on va dire. Et c'est comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier. La liseuse est très loin d'avoir à 100% remplacé le papier pour moi, mais je vois 2 gros avantages à la lecture sur liseuse. La maniabilité. Parfois on lit de gros livres quand même, de très gros livres. La liseuse, vous pouvez la tenir, je veux dire, à une main, vous pouvez limite la poser quelque part, ça tient quoi. Et le deuxième critère, et je pense que c'est le plus important, c'est qu'en fait, je suis devenue assez sujette au réveil nocturne. Au début, j'essayais de me rendormir et tout machin, mais au bout d'un moment, franchement, quand ça fait plus d'1 heure et qu'il y a rien à faire, ça vient pas, etc. En fait, j'ai commencé à lire. Et l'avantage de la liseuse, c'est qu'en fait, au lieu d'avoir à me lever, aller dans mon salon, allumer la lumière, puis à un moment, en fait, quand je commence à me réassoupir, du coup d'avoir ce truc où il faut que je me relève, ça me réveille un petit peu, je retourne dans le lit. Là, je peux prendre ma liseuse, je mets la luminosité à un niveau vraiment très très faible, juste de quoi voir, mais de quoi ne pas en fait m'éblouir et voilà, envoyer on va dire un mauvais message à mon cerveau. Et je peux en fait rester allongée, rester dans mon lit sans déranger mon chéri qui est juste à côté. Et c'est super pratique en fait, parce que ça me permet de lire dans le lit, d'avancer dans ma lecture en retrouvant aussi le sommeil plus facilement. En plus, vous savez, comme il y a la petite protection là que vous pouvez utiliser comme petit rabat, ce qui est incroyable, c'est que vous pouvez même vous mettre sur le côté, vous pouvez caler la liseuse pour qu'elle tienne toute seule là avec le petit V, et vous avez même plus besoin de vos mains, vous pouvez vous mettre comme ça et lire et juste pouf, appuyer une fois de temps en temps pour passer la page et c'est bon quoi. Vous n'avez même pas à la tenir. Moi je trouve ça incroyable, voilà. Et par contre, la perspective dans laquelle je suis, c'est que les livres que je lis en e-book et qui sont vraiment des gros coups de cœur que j'ai envie d'avoir dans ma bibliothèque, en fait ce que je fais c'est que je vais les acheter en papier a posteriori. Alors j'avoue qu'en général à ce moment-là, je vais peut-être les acheter d'occasion parce que quand même j'ai déjà payé le prix de l'e-book alors qui est moins cher certes. Mais voilà, pour me retrouver en fait à peu près au prix du livre papier neuf, je vais acheter le livre d'occasion et comme ça ça me permettra de l'avoir dans ma bibliothèque, voilà, tout beau, au format papier. Et voilà. Un autre sujet qui concerne le moment de lecture en tant que tel que je voulais aborder, même si c'est déjà un sujet qui a été très bien
abordé par Margarito dans une vidéo qu'elle a publiée récemment. Mais je trouve que c'est important, je pense, de relayer le message et qu'on soit peut-être plusieurs sur Booktube à le dire en fait et à l'assumer. C'est le fait qu'aujourd'hui je m'autorise totalement à abandonner une lecture en cours de route. J'ai déjà pas assez de temps pour lire tout ce que j'ai envie de lire, alors franchement, je vais pas m'embêter en fait. Si ça le fait pas, et ben c'est pas grave. Les livres, quelque part, c'est comme la rencontre de deux personnes. Voilà, des fois ça le fait. Des fois ça match et puis des fois ça ne matche pas du tout. Alors oui, si je ne finis pas un livre, je vais pas prétendre avoir un avis parfaitement éclairé et représentatif sur celui-ci, comme si je l'avais lu en entier. Mais par contre, j'ai aucune obligation et j'ai complètement le droit de l'avoir abandonné. Franchement, dans les faits, c'est quelque chose qui m'arrive rarement. Mais c'est quelque chose qui a quand même pu arriver par le passé. Je pense qu'il faut oser abandonner et qu'il faut pas s'infliger des choses quand elles sont pas agréables. Et pour finir, l'après, qu'est-ce qui se passe en fait quand on a fini un livre? Je sais pas si ça va être une réflexion hyper construite, mais il y a quelques points, pistes que j'ai envie d'aborder et que j'ai envie de lancer comme ça. J'ouvre le débat, voilà, sur ces sujets. Le premier sujet, c'est, comment dire, ces applications qui vous permettent de noter vos lectures. Alors moi, j'utilise pas Goodreads, j'utilise Livre Addict, du coup, qui est indépendant et français, où du coup il y a un système de notes sur 20, alors que je crois que c'est sur 5 sur Goodreads, si je dis pas de bêtises. Et les notes, c'est quelque chose que je faisais tout au début, quand j'ai ouvert mon compte Livre Addict et que j'avais même pas encore la chaîne, que j'ai fait pendant un certain temps, que j'ai arrêté de faire pendant un temps et que j'ai repris là depuis quelques mois et je crois que ça marche pas trop. Je crois que je suis pas très à l'aise en fait avec cet exercice. L'autre jour, en préparant des chroniques, j'ai commencé à les préparer en classant les livres par notes que je leur avais attribuées, comme si je voulais faire un top finalement. Et en fait, je me suis rendu compte que ça collait pas parce que il y avait des livres que j'avais très bien notés mais que j'avais finalement pas envie de mettre aussi haut. Parce que déjà, on donne une note sur la base de quoi? Comment on calcule en fait? Moi, j'ai pas de méthode de calcul. J'ai parfois l'impression en fait que quand j'essaye de donner une note, je crois que j'essaye vraiment de donner une note objective, une note pour les gens et pour les aider. Alors que quand je fais par exemple des chroniques ici en vidéo, je vais autoriser en fait mon propre ressenti à davantage compter dans l'évaluation globale que je vais faire d'un livre, parce que je vais avoir le temps en fait de vous exposer pourquoi j'ai aimé, pourquoi j'ai moins aimé, pourquoi vous pourriez aimer quand moi j'ai pu ne pas aimer par exemple. Je sais pas, je trouve ça juste beaucoup plus pertinent de développer un avis que de mettre une note là toute seule isolée. Voilà. Après, l'avantage que ça a les notes, c'est que ça permet très vite de voir ce qui est tout en haut, en fait, tout en haut de nos meilleures lectures ever versus ce qui est tout en bas. Après, en fait, pour tout ce qui est zone du milieu, vous voyez, je suis pas sûre, en fait, qu'entre un 15, un 16 et un 17 chez moi, ce soit si significatif que ça. Ensuite, parce que j'ai envie aussi qu'il y ait une petite touche positive sur la fin de cette vidéo, moi quand j'ai fini un livre, ce que j'aime aussi, c'est partager mon ressenti sur ce livre. En parler, c'est essayer d'analyser, discuter aussi avec les autres, avec vous. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a énormément manqué, je m'en suis rendu compte. Et c'est ce qui m'a motivée à revenir ici aussi, et c'est pourquoi je suis super contente de tourner cette vidéo aujourd'hui. C'est ce qui fait, je pense, que on est si nombreux et de plus en plus nombreux sur Booktube ou sur les réseaux sociaux à parler de livres, que ce soit en tant que créateur ou en tant que personne qui visionne du contenu, qui
commenter en vidéo, qui envoyaient des likes, être sur des Discord, participer à des lives. La lecture, c'est une expérience qui, quelque part, a ce côté génial du fait qu'on a besoin de personne pour lire. On peut vivre en fait une expérience qui, je trouve, est très forte, émotionnellement tout seul. Voilà. Mais en fait, en tout cas chez moi, à un moment, bah justement, et je trouve ça assez beau, il y a besoin de reconnecter avec l'autre. Il y a besoin de partager cette passion, il y a besoin de partager cet enthousiasme. Et je trouve ça super beau qu'au bout du compte, eh ben, la lecture, ça redevienne à la fin quelque chose de social. Et enfin, et ce sera le dernier point de cette vidéo, j'ai envie de vous parler un petit peu de l'importance du temps qui passe une fois qu'on a fini une lecture. Je ne réinvente pas encore une fois l'eau chaude en abordant ça. C'est quelque chose évidemment que j'avais à l'esprit, mais que je pense j'ai réalisé en fait de façon un peu plus accrue, justement en ayant la chaîne en pause. Il y a quelque temps, je me suis assise pour préparer un certain nombre d'avis, de chroniques sur des livres que j'ai lus récemment, mais aussi il y a plusieurs mois, voire il y a vraiment un certain temps. Je me suis rendu compte qu'il y avait des livres que j'avais l'impression d'avoir trouvé excellents, d'avoir adoré. Et en fait, a posteriori, des mois après, je m'en souvenais plus tant que ça. Je suis toujours capable d'identifier les qualités du livre, mais l'impression est un petit peu atténuée, alors que au contraire, il y a des livres que je n'ai pas forcément, c'est pas forcément ceux que j'ai le plus appréciés sur le moment, mais je me rends compte que, mais je ne sais combien de temps après, l'impression est toujours très très forte. Et en fait, j'ai trouvé ça très intéressant de faire cet exercice de vous chroniquer plein de livres avec beaucoup de recul. Vous me direz, juste après celle-ci, je vais normalement vous publier toute une série d'avis lecture sur des one-shots d'imaginaire. Je serais curieuse de savoir si ça vous plaît et si peut-être vous ressentez une différence dans ma manière de vous partager mon avis. En tout cas, moi, j'ai eu l'impression en les préparant que il y avait peut-être ce petit plus de par justement ce recul qui, je pense, me permet peut-être de me détacher un petit peu de l'effet waouh du moment et peut-être de faire vraiment encore plus en fait la distinction entre les bonnes lectures, les très bonnes lectures et les lectures véritablement marquantes. Et voilà, ça y est, j'ai l'impression que j'ai tellement blablaté, déblatéré dans tous les sens. J'espère que ça vous aura plu, que je vous partage davantage de choses sur ma manière de lire et sur comment ça a pu, comme je vous le dis, un petit peu évoluer par rapport à ce que je vous avais présenté il y a de ça un peu plus d'une année. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire si vous partagez peut-être ce que j'ai pu présenter, si vous partagez ma manière de faire, ou si au contraire vous faites complètement différemment et que vous avez peut-être des manières de procéder auxquelles je n'ai même pas pensé. Ça ne fera que propager l'amour de la lecture dans toute sa diversité possible. Et ça, on aime. Sur ce, je vous souhaite de faire de très belles lectures. Lisez comme vous voulez et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!